Bonsoir à tous. Donc ce soir, petite conférence à vocation à la fois interne et externe hein, sur les monnaies d'Appelchi, qui, sans fausse modestie aujourd'hui, est un leader du SSO en France, sans que personne ne le sache. Il y a des millions d'utilisateurs de Lemon au quotidien, puisque au travers du ministère des Finances, on a contacté le TVA par exemple, on a une part des professionnels de santé chez Amex.fr, on a des gendarmes, douaniers, la plupart des administrations qui possèdent un SSO, c'est du Lemon. Voilà, donc c'est un produit pas forcément très connu, mais qui est bien un leader du SSO, au moins en France. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de parcourir un petit peu donc, ce qu'est le SSO, ceux qui ne connaissent pas bien le sujet, et à la fin, on va aller un peu plus loin que d'habitude, puisqu'on va vous faire une démonstration avec quelqu'un qui est en ligne à Lyon, d'intégration de la messagerie IMAP dans le SSO, avec Thunderbird. C'est pour montrer jusqu'où on peut aller avec le SSO moderne. Et on parlera en même temps de l'outil de messagerie de Dynagora qui s'appelle Server James, l'application s'appelle Tmail, qui est un outil, un client de messagerie qui consomme 80% de batterie en moins sur le smartphone, parce qu'il utilise des protocoles beaucoup plus modernes que l'IMAP et d'autres, et qui, lui, bien sûr, s'intègre nativement au SSO. Mais même pour les deux systèmes, on peut faire de l'IMAP en SSO. Voilà. Alors, un SSO, ça sert à quoi? Ça sert à partager l'authentification. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Par contre, la vraie plus-value d'un SSO, c'est premièrement une application. Quand on achète une application, il faut faire une application avec un système d'authentification par clé. Elle coûte 15-25% plus cher en moyenne. Que le type, la différence va se creuser. L'autre truc qui est très intéressant dans le SSO, c'est la garantie du compte dans l'entreprise. Parce que quand un nouvel utilisateur arrive dans un service, on n'oubliera jamais de lui ouvrir ses droits parce qu'on ne peut pas travailler. Quand il s'en va, on oublie de lui enlever. Mais au moins, quand on a un SSO, on va oublier que, enfin, quand il s'en va vraiment de l'entreprise. Sinon, on tombe sur le bug, j'appelle le bug Kerviel. Parce que Kerviel, quand il est passé de contrôleur des opérations à trader, il a gardé son ancien compte. Donc il avait à la fois un compte de trader et un compte pour contrôler ses propres opérations, ce qui est relativement préférable. Mais effectivement, en termes d'unicité d'authentification, on n'était pas tout à fait en ligne avec les garanties qu'offre un SSO. On trouvera toujours des SSI qui vous diront qu'un SSO c'est dangereux parce qu'au lieu de voler le mot de passe d'une appli, on vole le mot de passe de toutes les applis. Bon, c'est vrai, mais en fait non, c'est pas vrai, parce que dès qu'on met un peu de temporalité, un peu de profondeur, les gens qui n'ont pas de SSO prennent d'énormes risques avec le nombre des solutions. Le SSO, ça vient servir une théorie, un besoin générique de l'informatique très vieux, qui date de Radius et autres, qui date des premiers modems, c'est authentifier les gens, vérifier leurs autorisations, initialement ce qu'ils ont payé ou pas, et la traçabilité pour voir ce qu'ils ont consommé dans leur forfait avec l'heure d'Internet de 5 heures à 20 euros, dont certains se souviennent ici. Voilà. Euh, donc, dans un SSO, on va donc répondre aux 3 points. Il faut authentifier les gens, il faut gérer les droits. Alors, gérer les droits, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus utilisée historiquement dans le monde, c'est dans les applis. C'est-à-dire qu'on a partagé l'authentification et on s'est arrêté là. Les autorisations étaient gérées dans les applis. Le Kerberos, par exemple, créé par une université américaine, on a centralisé l'authentification des étudiants et la destruction des comptes. Contre les laboratoires, je vais leurs autorisations, les publications, ils font confiance à un type. Dans les entreprises, à partir du moment où on a créé des sessions, notamment les États en général, on aime bien avoir un peu centralisé les coordinations. Et le monde d'aujourd'hui est un monde un peu hybride, hein, où on fait un peu les deux. On a des protocoles open connect qui sont parlés, et on est aujourd'hui sur un monde hybride où on gère finalement une partie des droits dans le SSO et une bonne partie de l'application. Et pour ce qui est de la traçabilité, le troisième point obligatoire dans dès qu'on fait de l'authentification, la traçabilité, c'est l'application qui va le faire, c'est forcément l'application parce que le SSO lui voit passer une requête qui ne sait pas si la transaction a été réussie ou pas. L'application ça, c'est la troisième partie. À partir des années 2005, on change un peu, mais euh, le monde a voulu normaliser pour plusieurs raisons. Il y a eu 2 gros besoins principalement.
Le premier besoin, c'est les entreprises un peu étendues. On va parler d'Airbus par exemple. Hein, vous êtes sous-traitant, vous avez des partenaires qui ont besoin d'accéder au système d'information. Et quand dans le monde d'avant, chacun avait son solution, bah, il fallait créer un compte pour le partenaire. Là, le bug dont je parlais avant, on change d'échelle. Hein. On crée des comptes pour des gens dont on ne sait même pas si un jour ou pas tout ça entreprise. Deuxième autre problème, les grands fournisseurs d'applications, enfin, ils voulaient vendre leurs applications intégrées dans un SSO. Si à chaque fois qu'il fallait développer d'applications, quand on a intégré SAP, on a appris avant que SAP existe, et puis on a 700 développeurs avec un 5 000 de data. Bref, pour les coûts, donc la normalisation, elle était là aussi. Et la première normalisation, c'est la liberté. La liberté, c'est intéressant. Liberté, c'est le besoin d'une agora. Une agora, ceux qui ne connaissent pas, on a parlé de l'interruption de le ministère des Finances et qui a géré la politique de l'autre. Donc, il y a sur une couche avant. Voilà, c'est une rencontre de besoins entre initialement un besoin ministère des Finances qui était assez normalisé, on va dire, donc un besoin, et un besoin généralement qui était plus trouble. Il y avait besoin d'un SSO ou aussi parce que le bois qui gère le droit c'est un poil plus compliqué que dans le reste du monde. Mais bon, c'est comme ça. Donc les premières étapes apparues en liberté, c'est que dans le monde universitaire, on a eu casse et chicotte. Alors, je pense que là, ça va. Parce que ça prépare bien avant chicotte, voilà. Et ben, ces protocoles, ceux qui s'en sont emparés très vite, ce sont les marchands d'applications, dont SAP, par exemple, qui a embarqué la brique HTML pour pouvoir livrer à ses clients un produit prêt à être intégré. OpenID Connect, on est sur une histoire un poil différente. SAML, c'est le protocole un peu parfait, entre guillemets, très bien fait, mais pas du tout fait pour le besoin de Google qui est le bouton je m'authentifie Google. Il n'est pas question qu'on fasse des certificats Google. Donc ils ont commencé à détourner un protocole inventé par un protocole qui sert à donner des droits sur les images pour dire je partage cette image avec une valide. Et bah, Google a défini un objet qu'on appelle l'identité. Par contre, GitHub a fait pareil, mais pas avec LinkedIn a fait pareil, mais pas avec un utilisateur. Twitter a fait pareil, et ainsi de suite. Bon, encore pour nos marchands d'application, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut faire chacun des groupes. Donc la fondation OpenID, le facteur de SSO qui sont crachés avec son protocole OpenID s'est emparé du sujet pour dire tiens, on va faire un objet de normalisé, toujours sur la même base que l'autre, et ils ont créé OpenID Connect. Donc cette fois-ci, on a un truc qui répond aux besoins de souplesse des grands. Alors les grands, ils y vont, ils peuvent se permettre de parler. Mais bon, maintenant, Google a toujours son ancien mode où il peut, mais sur Google, pas encore avec Google. Ça finira par venir. Par contre, ce protocole est en train de manger la part de marché. Parce qu'il est plus souple. La souplesse, c'est que quand j'ai deux applications SAML que je branche, ça marche le premier. Deux applications que je branche, un peu de maîtrise de l'autonomie, ça ne marche pas tout de suite. Parce que la souplesse, il faut que chacun interprète un peu sa petite. Alors, du coup, aujourd'hui, SAML, ça reste un gros leader quand même du marché. Ceux qui ont installé SAML, ça marche. Je m'authentifie dans mon administration et l'autre administration. Alors, web
d'autres qui ont même carrément pas vécu. Web ID, les belles idées idéalistes n'ont pas forcément de réalité économique, donc ça s'est écroulé tout de suite, et ainsi de suite. Alors, un petit résumé, comment ça marche l'OpenID Connect, parce que quand on fait un peu du SSO, même si on n'est que client, il faut quand même un peu comprendre comment ça marche. Un utilisateur, à la base, il va sur une appli. L'appli, comme elle est branchée au Connect, on va fabriquer une requête au Connect, on va demander au système central d'authentifier la personne, puis après, de faire la prise. Donc, globalement, si la personne n'était pas déjà authentifiée, c'est sûr, il faut sa technologie, il demande son mot de passe, il demande la carte à puce, il faut demander le second facteur, et envoie l'utilisateur avec un code, système de sécurité, et tout ça, ça va être validé, et qu'on va se retrouver avec un utilisateur, à la fois être authentifié, et une application qui va savoir à qui elle va partager ses données. Donc, vous voyez, quand vous utilisez s'authentifier avec Google, il y a le petit consentement qui dit que l'application machin voudrait accéder à votre mail vers votre bien d'accord. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire. Et on vous prévient. Voilà, exactement ce qui se passe là. On a SML qui ressemble beaucoup. Alors je parle de SML, il y a plusieurs versions de SML. SML Post, sauf que SML il est autoporteur, comme ça vient là. Les serveurs peuvent ne pas se voir. Il faut avoir un serveur dans un autre qui communique avec un serveur dans un autre endroit. Il y a juste besoin que le client soit capable d'accéder. C'est sympa dans les environnements très sécurisés, parce qu'on est capable de véhiculer une authentification entre deux réseaux avec un minimum de flux réseau. On n'a même plus besoin de sauvegarde. On passe dans un navigateur. TransConnect, vous connaissez. TransConnect, c'est de l'OpenID Connect, tout petit peu bizarre, puisque c'est de l'OpenID Connect avec un intermédiaire qui s'appelle TransConnect. Alors pourquoi bah, c'est très simple. Vous connaissez dans TransConnect, alors c'est une photo prise à un moment, je pense que ça vous montre encore. Six acteurs d'identité, un septième qui est ministère intérieur aujourd'hui. Et puis il y a des services de l'État, des formulaires en ligne, il y a des centaines aujourd'hui de services de l'État qui se connectent. Si chacun doit afficher les six, bah, c'est chiant. L'idée de France Connect, c'est de faire un hub où tous les services de l'État, les fournisseurs de services, ne connaissent qu'un seul fournisseur d'identité qui s'appelle France Connect. France Connect, il est vu comme fournisseur d'identité d'un côté, puis lui-même rejoue un autre point Connect avec les fournisseurs d'identité qui, eux, ne connaissent qu'un seul fournisseur de services. C'est une idée simple, mais qui fonctionne bien, et je pense que les citoyens, il n'y a pas grand monde qui s'en plaint, ça fonctionne. Alors pour mémoire, il y a la version France Connect Plus sortie, et il manque un petit truc dans les bonnes. Plus, je vais développer celle-ci. Il demande, alors, ce sont que des fournisseurs d'identité qui ont un niveau de sécurité plus élevé, mais sans SIDA, c'est à peu d'avoir un moteur déjà, ça peut être soit la carte à puce, soit l'identité de la poste. Mais il faut un truc en fait, il faut être multifacteur. On va voir. Donc, les modèles d'app. Oui, ben, c'est Eric hein, qui est là, les modèles d'app. Après, les deux produits ont pris deux chemins un peu différents. Besoin différents, mais bon, ça reste la même logique. Donc la version NG, ben, voilà, c'est l'agence nationale des entreprises, donc, bien sûr, Nadora, l'entreprise avoir rejoint. Et également des entreprises turques, polonaises et brésiliennes. On ne les connaît pas bien. Quand on voit le soutien des traductions dans ces langues-là, où ils traduisent tout, y compris les interfaces de management et de documentation, ça veut dire que ce sont clairement des gens comme nous qui vendent de la prestation. On n'a pas affaire à des gens, des simples utilisateurs qui ne se sont pas emmerdés à traduire les interfaces d'administration. Et là, c'est tous les 15 jours, un mois, il y a des hôtels turcs, polonais, brésiliens. Vietnam, c'est bien droit. Vietnam, Tunisie, enfin Vietnam et Arabe, c'est bien droit. C'est pour nos clients vietnamiens et les autres langues, ou l'hébreu aussi, qui commence à être très bien traduit. C'est pas une dynamique. Les gens qui viennent sur Translitex, c'est pas trop. L'espagnol, alors l'italien, ça a été fait par OpenSide en Belgique, mais
c'est un peu one shot, oui, voilà. Je pense pas qu'il y ait des clients derrière. Parce qu'on a eu ouais l'allemand, mais l'allemand c'est des paiements. Donc, on n'a pas eu jamais eu vraiment de demande. Bon voilà, l'utilisation, moi ça j'en ai déjà parlé. Euh, L'urgence santé Québec quand même, c'est client sympa parce que là en termes de haute disponibilité, c'est plus SAMU, là. Hein, SAMU de Québec et les hôpitaux qu'il y a derrière, fait par le Conseil national du Trésor, parce qu'en termes de c'est sympa parce qu'en plus ils ont bien financé la communauté au travers de ouais. Alors, souvent on nous dit, alors une question qu'on va jamais poser, hein, personne ne demandera à Microsoft est-ce que ADFS est sécurisé. ADFS c'est la double authentification. Personne ne leur demande. Quand on est sécurisé, alors on va revenir en arrière, déjà il y a beaucoup moins de bugs. Hein. Vous avez la liste des CVE dans le monde. Hein. Les Nadab c'est 6 CVE sur 6 CVE, 2 graves, et tous trouvés par nous. Sauf un. Il y en a un qui est analyste. Le premier grave est analyste. Bon, suite à les compétitions, les notables, ça protège le fichier des touristes, fichier et qu'il y a un regard des autorités sécuritaires. On va passer des audits sur le. Non, les gens, prestataires de Canada Patchy, on peut passer des audits auprès des collectivités territoriales. À Nantes, notamment, il y a des trucs. La communauté solide et pérenne. Alors, comment on mesure la. Vous êtes quoi 30 contributeurs, contributeurs. Comment on mesure est-ce que vous pensez que Postfix est une communauté solide? Si Postfix s'arrête, il n'y a plus de mails dans le monde. Postfix, c'est le truc qui route les mails, tous les fournisseurs d'accès à Internet en France. Ça fait 30 ans que c'est leader depuis 92. Avec une communauté extraordinaire. Savez-vous quel est le volume de la communauté Postfix? Non, moins. Moins. Il y a un gars qui s'appelle Jens Venemay, par IBM. Et en fait, c'est pas grave. Il y en a un parce que si demain il s'arrête, ça prévoit. Bien sûr, personne ne peut se permettre d'avoir Postfix qui s'arrête. Puis le code qui est écrit, il est bien ici, on est sur la Internet. Hein. Bon, pour l'instant, il y a un gars tout seul, c'est le job, il n'y a pas de changement, le mail, voilà. Et on a besoin de communiquer très solide, personne ne va en fait. Derrière, s'il n'y a plus les mêmes dates, il n'y a pas un problème de la finance, il y a un problème de la gendarmerie, il y a un problème dans toutes les politiques territoriales de la France, il y a un problème de société Québec. Il n'y a pas de sujet, non. L'unité de la communauté, il y a une communauté d'intérêt. Donc quand il y a une communauté d'intérêt, voilà, nous, on va libre. Il n'y a pas de, il y a pas de freemium, il n'y a pas un cœur open source, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas passer en Docker. Et licence, non. La licence, c'est la licence d'origine, voilà, parce qu'elle n'a jamais changé. Une GPL version 2, on n'est même pas passé à la 3. Voilà. Que pour passer à la 3, il aurait fallu demander à tous les contributeurs historiques comment ça va. Si c'est d'accord, changer de licence. Alors, les manettes d'APG, faiblement intuitif. C'est-à-dire que on va être franc, quand on me demande c'est quoi le schéma d'architecture des manettes d'APG, la vraie réponse, c'est, comme oui, c'est votre schéma d'architecture. Ça, pas trop, aujourd'hui, souvent, mais sinon, c'est un schéma c'est une prototype qui s'adapte aux histoires. Modulaire, surtout depuis la réécriture de 2015-16, c'est un ordonnanceur de hein. Il parle toutes les langues possibles, il y en a 20 quand même supportées. On a du connect, dans les langues, je mets GitHub, LinkedIn, interactif. Ça rentre pas la liste. Donc, il parle des vieilles langues, hein, et surtout, il est capable de les parler. Et même, peut, au même moment, parler toutes les langues et faire le traducteur. Et il peut faire le proxy, d'ailleurs, on a fait au mois de juillet, on a branché
un client qui voulait qui avait un serveur SNF qui est branché de l'application Connect Connect, bien des modes, une demi-journée de paramétrage, dont une demi-journée avec les tests. Euh, donc, donc c'est le seul qui peut me dire, capable de faire en même temps parler toutes les langues. D'accord, le vocabulaire est pas immense. Euh, c'est quand même rustique parce que en dehors des crashs de bases de données, quand la base de données ne fonctionne plus, ouais, j'ai donné, mais on a combien de crashs Lemon dans gendarmerie depuis que combien de fois le Lemon en lui s'est arrêté et il a posé le problème lui-même. Alors, alors, moi je les ai connus, les pannes Lemon, parce que au début quand on a mis en place, on a fait bêta, d'accord. Mais globalement depuis 2012, enfin, depuis la version SAML, même avant 2010, je n'ai pas de souvenir indépendant d'un problème réseau, d'un problème d'accès à la données, je n'ai pas de souvenir que ça ne décroche pas. Bon, après, c'est un serveur stateless. Ah oui, les stateless. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet de scalabilité. Les composants de MAN sont totalement stateless. Tant que la base tient, tant qu'ils ont accès à leurs données qui peuvent être en MongoDB, en SQL, qui peuvent être en Cassandra. Si, j'ai rajouté ça. Pas de problème. Enfin, j'ai rajouté dans Cassandra, j'ai rajouté dans la doc parce que ça marchait bien. Voilà. C'est facile à modifier parce que maintenant, avant, on n'a pas beaucoup de contributions parce que quand on a un cœur monolithique, bah, voilà, pour devenir contributeur, il faut déjà accéder à un vieux code. Donc là, ça, on a beaucoup de classe. C'est passé en public. C'est pas vous dites d'aller écrire un public. Si on limite à écrire, on fait 3 mots clés, on a écrit son public. L'authentification multifacteur intégralement supportée dans les modes, hein, avec 3 types de facteurs. Donc, quand on parle d'authentification multifacteur, si on vous demande 2 mots de passe, c'est un seul facteur. Multifacteur veut dire qu'on a joué sur 2 catégories. Avec deux excès, de passe, alors le badge entre la biométrie. Rapidement, on peut utiliser 2 facteurs pour 2 modes. Avec chaque mode, il y a ces petits problèmes. Un mot de passe, critère de sécurité, on ne doit pas pouvoir le deviner et on ne doit pas pouvoir le copier. C'est pour ça qu'il y a des étoiles qui mettent un mot de passe. Quelqu'un que le voisin ne l'utilise pas. C'est aussi le bug du smartphone, parce que le bug du smartphone, quand on est en situation difficile, pour en situation d'handicap, smartphone, eh bien, il affiche les lettres, ou quelqu'un qui envoie une caméra sur le smartphone. Et ça tombe bien, le smartphone, ne pas sur les enregistre. Voilà, donc vous connaissez tout ça, la complexité, il faut mettre une majuscule, demander à sa grand-mère, et prendre une majuscule. Il y a un caractère spécial qui peut être compliqué, mais en fait, la liste est peu. Ouais. Le badge, enfin, ce que je peux faire, c'est le risque de vol. Je pique un badge, et, les badges, il ne faut pas qu'ils soient copiables. Et les badges magnétiques, c'est un badge affilé, c'est très difficilement copiable. Un badge magnétique, c'est ce que ce que je suis, là, le gros bug de ce que je suis, il n'y a pas de risque, on ne va pas changer son ADN. Ouais, mais la biométrie, ça ne marche pas avec l'ADN. La biométrie, ça marche avec l'empreinte digitale. Donc, il faut pas faire de ciment le week-end, sinon le lundi, on ne peut pas travailler. Parce qu'un capteur d'empreinte digitale, ah oui, si on fait du ciment, l'empreinte digitale, elle n'est pas lisible par le capteur du lendemain. Bon, il y a plein de problèmes. Et puis la biométrie, en plus, pour le capteur, c'est lourd. Alors, regardez le capteur du smartphone, par exemple. Regardez bien le capteur du smartphone, c'est toujours un deuxième facteur. C'est jamais un authentifiant seul. Parce que c'est pas fiable. Parce que l'empreinte digitale, déjà, c'est fiable. Voilà, donc la biométrie, c'est finalement celui qui aura le moins de problèmes de sécurité au sens acquis. C'est celui qui a le plus de problèmes de sécurité au sens des vrais négatifs, des faux positifs. Voilà. Ouais, mais c'est chiant. À mettre en œuvre, c'est pénible. Donc, du coup, ça ne peut être qu'un second. Je peux rentrer avec la cantine avec mon badge, je peux m'authentifier auprès de mail. Ça, on ne trouvera jamais une probabilité. On va demander au moins. Tout à fait, qui existe.
place plus SMS. Bah, est-ce que ce sont des vrais multifacteurs? Tout est dans le téléphone, on accède à Internet, c'est que tout est dans le téléphone, que tout passe enregistré, finalement, on n'a qu'un seul facteur, c'est pas le téléphone. Et on peut rajouter des tokens. Il parcourt aussi, mais il faut un petit peu de choix. Vraiment, si c'est juste pour rentrer à la cantine, si c'est pour payer le repas, bon, la carte à plus, top, hein, mais en mise en œuvre, c'est chiant à passer. Et la carte à plus n'a de valeur que parce que j'ai un code PIN avec. Hein. Donc, deuxième facteur. Et ce que je connais, mon code PIN. Voilà, bon, bah, Lemon, il supporte tout. Et en plus, ce qu'il ne supporte pas, bah, c'est pas grave. On a des API, c'est facile à développer. Typiquement, le SMS, Lemon ne peut pas vous fournir du SMS en second facteur puisque ça dépendra de la gateway que vous voulez utiliser. Parce qu'il n'y a pas de standard. Mais on fait 3 lignes de code. Hein. Alors, si on ne veut pas développer en Python, on appelle REST, un serveur, ou on fait une ligne de commande écrite en Python, on appellera, et puis au pire, on peut écrire un plugin. Alors ça, c'est pour ça que nous perdre, c'est pas très compliqué. En général, 20 lignes de code, on peut faire ça. Euh, le support long terme de Lemon. La communauté Lemon fait un produit, sort une version, une à deux versions par an. Un peu plus quand on est. Si vous voulez un support long terme, il y a des options. Bien sûr, d'aller voir un prestataire, puis l'option, bah, si vous voulez vous débrouiller un peu seul, il y a la communauté des gammes, dans les versions la plupart des gammes, qui garantissent une partie. En fait, c'est les mêmes, hein, derrière. C'est hein, la communauté. Voilà, la communauté ne fait pas l'effort de faire du ATL. Et elle vous offre bien le biais des gammes, ou sinon, bah, vous allez voir un prestataire. Bon, bien sûr, il n'y a pas. Et, euh, et puis, bah, on sait faire aussi. Les modèles d'APNG jugés par OpenUp. Alors, OpenUp, il y a beaucoup de bugs dans OpenUp quand vous n'êtes pas chez GitHub. Ça tombe en panne régulièrement. Donc, si vous allez sur OpenUp aujourd'hui, il vous dira que la communauté n'est pas active depuis un an. Le connecteur OpenUp est cassé depuis un an. Ou W2. Voilà. Mais bon, globalement, intéressant, c'est ça quand même. Donc, le jugement voilà, en big data de la sécurité du monde, bah, il est bon. Le jugement, voilà, c'est pour les lignes de code, ouais, well established, mature code base, decreasing à cause du bug. Hein. Ça commit très régulièrement. Voilà, donc ça c'est un regard extérieur. Ça montre que ça fonctionne. Avec les contributeurs, voilà, au niveau mensuel, on est à 3-4 contributeurs. Quelques fonctionnalités intéressantes. Hein. Il n'y a pas grand monde qui connaît, mais on a économisé des milliers d'heures de travail en gendarmerie. Une capacité de formellement, on va prendre les conditions générales d'utilisation. Hein, tant qu'on ne les a pas acceptées, ben, on n'accède pas au service. Sauf qu'on peut le faire sous forme de conditions générales d'utilisation, c'est-à-dire le user all, soit pour aller notifier à quelqu'un un truc. La loi impose qu'on notifie explicitement aux gendarmes qu'il a accès à un nouveau fichier, qu'il n'a pas le droit de faire ci, ça, qu'il peut l'utiliser à des fins professionnelles. Ça, le jour où la loi nous est tombée dessus, il a fallu en urgence faire remplir les 100 000 papiers, ouais, c'est un gendarme, assigné par une vingtaine de généraux, hein, certains de chacun quand même, et à diffuser par la poste pour que les secrétariats aillent notifier aux gendarmes. Puis on aurait dû en plus, normalement, bloquer l'accès à tous les fichiers le temps que la manœuvre se fasse. Voilà, notification dans la on est sorti de la preuve libre. Voilà, on a prouvé tout à fait que le gendarme ne peut pas accéder au système fichier tant qu'il n'a pas accepté l'authentification. De toute façon, tout est bloqué. Le mode bloque toute authentification tant qu'on n'a pas validé les conditions générales d'utilisation. Ça, c'est un peu. Voilà. Je l'ai mis parce que la journée, c'est aussi pour la formation interne. Et puis, c'est bien que les gens finissent de la vente. Voilà, des trucs magiques que vous ne trouverez pas beaucoup ailleurs. Bon, authentification au choix, ça, d'autres savent le faire. L'authentification par calcul, ça, c'est rigolo. On va pouvoir programmer, dire à Lemon,
Si le mec vient de réseau interne, bah, tu l'authentifies par étapes. S'il vient de réseau d'administration, tu mets un second facteur. S'il vient d'Internet, tu mets un facteur. On peut dire ça, les modes. On peut faire des trucs totalement fous parce que pas de limite aux utilisateur. C'est hors de ça peut être totalement fou. On a des plugins, alors ça c'est une impersonnation qui permet globalement, quand c'est trop compliqué de reproduire l'environnement pro en dev, on prend l'environnement pro, ouais, les vraies données, puis on dit aux gens, bah, le gars qui va recéter, il doit recéter le rôle de chef de brigade de machin, bah, il va aller prendre l'identité d'un impersonnation. Alors, uniquement pour le plateforme de dev, mais ça, encore une fois, dans d'autres communes, on a des plugins pour aider l'administrateur, pour aller voir les droits, pour aller prendre même le rôle d'un utilisateur, c'est dangereux, mais en plateforme de recettes. Pour les applications qui veulent s'authentifier par s'il n'y a pas de je sais pas. On peut dire, que ce navigateur-là, bon, on lui demandera plus de mettre second facteur. Ce que vous connaissez avec Google, c'est synonyme. On sait faire la sécurité de l'ordre. On sait faire les trucs classiques de WordPress. On sait s'interfacer avec PodSec, qui est un truc génial pour le filtrage. C'est vraiment la meilleure idée de guide de sécurité, de zone de sécurité à vide. Le formatation, il y a 3 ans, ils auraient dû gagner. D'ailleurs, c'est la seule position. Bref, et puis, bien sûr, comme on est sur NGX ou Apache, ce que vous savez faire en sécurité NGX, voilà, on sait faire tout ça. On sait, enfin, et là, je vais passer la parole. Est-ce que Benoît est connecté? Benoît, est-ce que tu peux prendre la main sur l'écran? Je vois que tu es connecté. Si tu peux prendre la main et nous exposer James. Ouais, je crois que je sais pas. Hein. Ah, Benoît, on t'a pas ton micro pour l'instant. On peut avoir le son? On peut avoir le son ou pas le mail, ça a été créé en 84, quelque chose près, 1984, sur des paradigmes d'une certaine époque. Hein. Euh, avec l'arrivée du smartphone, c'est une catastrophe au niveau consommation de batterie. C'est une catastrophe au niveau stockage. C'est pas terrible pour la sécurité. Il y a des gens dans le monde, alors notamment en nous, mais notamment aussi Fastmail, aujourd'hui le grand supporter du logiciel Cyrus, gros logiciel concours de messagerie, qui se sont dit il faut qu'on change les choses. Là, c'est un protocole moderne fait pour que le smartphone puisse chercher dans les mails sans beaucoup de travail. Donc ça a été le protocole JMAP. Voilà. Donc James, c'est un serveur de la fondation Apache qui implémente que ce protocole, enfin qui est basé sur JMAP et qui accessoirement fait du IMAP. Là où Cyrus est basé sur IMAP et accessoirement fait du JMAP. Là, on a un cœur JMAP, avec toute la logique du JMAP, un maximum d'extensions, parce que JMAP, c'est aussi une norme à tiroir. Et le résultat, bah, nous utilisateurs d'email on le voit toujours, parce qu'on a notre application email
sur lesquels la réception des mails est instantanée. Et voilà l'analyse de batterie, il n'y a pas de consommation typo. Bah, le protocole IMAP, chaque fois que tu effaces un mail, tu réindexes tous les mails. Tous les mails changent de nom. Ah ouais. Et oui, parce qu'en IMAP, les mails sont dans l'ordre de la séquence. Donc si on efface le message 20 sur 40, les 21 à 40 deviennent 20 à 39. On peut pas aussi demander la liste des messages autre que toute la liste de tous les messages. Voilà, l'IMAP, c'est pas du tout optimisé. Alors que, voilà, James, alors James, c'est un cœur JMAP, et il sait quand même faire de l'IMAP, bien sûr, parce que aujourd'hui, nous, on a fait un logiciel pour smartphone, on a fait un logiciel web, et on n'a pas encore fait le logiciel desktop. Donc le desktop, ceux qui veulent archiver ces mails sur ça reste sur Java pour l'instant. C'est l'étape d'après pour nous, c'est pas le desktop, mais le desktop c'est plus compliqué parce qu'il faut aussi y rajouter pas mal de petites fonctionnalités. Euh, du coup, ça bloque ou pas? Sinon, sinon, on va passer la bière. Hein. Voilà. Oui, donc c'est bon, je vais meubler pendant ce temps-là. Ah bah bien sûr. Tu sais que j'ai eu la même question ce matin. Et les gars m'ont dit ça, ils disent ouais mais Perl, ça n'existe plus. Et je leur ai juste répondu que sans Perl, pas de Debian. Sans Debian, pas de cloud. Donc, donc après, dans le Lemonade APNG, le cœur de Lemonade APNG a été. Enfin, il y a un fork, enfin un fork, c'est fait. Hein. Et pour pouvoir supporter Node.js de manière native, j'ai réécrit le cœur de Lemon en JavaScript. Et au premier test, donc quand on utilise Lemon dans la page, on fait comme tu faisais. Quand on utilise Lemon avec Nginx, on a un serveur Lemon qui dialogue avec Nginx. Ou on devient agnostique de la plateforme. Et ce serveur, JavaScript sait faire ce serveur. Partiellement, il n'y a pas tous les connecteurs, mais il sait le faire. Voilà, au premier test, bon, Lemon reste un truc rapide. Si on va dire, tu l'installes par défaut avec ton Nginx, tu as une vitesse 1. Tu paramètres un peu bien le passage serveur, tu montes assez facilement à une vitesse 3. Tu utilises UWSGI, ce qu'on fait la gendarmerie, à de vitesse 6. Ça fait un faute. Le serveur Node.js, juste essayé comme ça, c'est d'une vitesse incroyable. Donc c'est un vrai potentiel ce truc-là. Bon, après, clairement, le besoin n'existe pas tout à fait parce que voilà, ça tourne. Et puis que pour les contributeurs, depuis qu'on est passé en plugin, quand même, c'est plus simple. Parce qu'ils n'ont plus besoin de comprendre le cœur de l'Ebot et le cœur de l'Ebot historique, pour des raisons que vous connaissez très bien dans la page. C'est de la programmation de classe. Et ça, il n'y a que notre génération qui se souvient encore un petit peu de ce qu'était la programmation de classe. Donc, mais ça, c'est le fond de la case, c'est le moteur de l'Ebot qui jamais. Voilà, mais tout ce qui bouge dans l'Ebot, c'est le portail. C'est le connecteur Open Connect, tout ça, c'est l'objet. Ça a été réécrit en objet moderne, hein, mouse, tout ça. Euh, donc, et puis avec écrire un plugin, c'est pas une ligne de code. J'ai fait un plugin pour un client là, pour faire des comptes, enfin pour que les utilisateurs en laisse le service puissent faire des comptes additionnels. Un plugin qui fait de la qui a l'IHM, qui pose des questions utilisateurs, qui écrit dans le LDAP, qui écrit dans le LDAP. Ah oui, mais ça m'a pris. Lemon, c'est un moteur plugin, donc il sait ce que c'est qu'une API. Donc il y a une fonction init, on lui dit voilà, je veux une nouvelle API, ça peut travailler sur comme ça. On appelle cette fonction. La fonction, bah, elle renvoie une template HTML avec le cœur Lemon qui s'appelle template HTML, qui est écrit 25 lignes de code et 25 lignes de code. Donc, même si tu ne connais pas le faire, pour écrire des objets, un objet qui s'appelle $rocket, quand tu appelles ton plugin, on te donne un objet $rocket, il y a des plein de fonctionnalités au niveau qui te dit $session, sa session, $user data, Ah, Benoît. Ah non, il a été coupé pour écouter la place, enfin, c'est pas bon signe du tout. Voilà.
Alors ça, on a tiré le cache pour une raison simple, c'est que quand on a voulu faire l'explorateur de session, le cache n'est pas capable de nous retourner tous les objets. On ne sait pas lui dire donne-nous les objets du cache. Il peut nous interroger sur un objet qu'il connaît. On est obligé d'avoir un index ailleurs. Ça posait un problème pour l'explorateur de session. Et puis depuis, il y a eu Redis qui est arrivé. Donc en fait, en recommandation, c'est Redis. Et en pratique, sur la gendarmerie, elle met tout en base PostgreSQL. Et ça tient tellement, non mais Postgres tient tellement bien la charge que un, un seul nœud Postgres, hein, c'est un maître esclave, c'est pas du maître-maître, hein, un maître esclave, un seul nœud Postgres, de ne bouge même pas. En plus, c'est un serveur mutualisé, parce que la Postgres, c'est pas installé sur un serveur dédié, hein. C'est installé sur un serveur Solaris qui fait en fait bien d'autres bases de données. Donc, mais bon, après, on s'emmerde pas. On met tout ce qui est volatile va dans le Redis, et tout ce qui est statique, les données persistantes, les seconds facteurs, tout ça, soit on le met dans, bon, ça dépend un peu de l'architecture, mais si on a une base de données disponible, on met dedans, ou du MongoDB, ou du Cassandra. Voilà. Mais, ou stocker dans le LDAP aussi, ça se fait aussi. C'est pas rapide, hein. Non, 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 en fait, le LDAP, il a été fait au départ par Clément pour les petites organisations. Plutôt que de déployer 3 bases de données quand tu as 10 utilisateurs, bon, voilà, tu mettais juste un LDAP. C'est un peu ça l'idée. Mais effectivement, en termes de performance, surtout en écriture, le LDAP, c'est une catastrophe. C'est très bon en lecture, mais, voilà. Mais sinon, aujourd'hui, on fait du déploiement Kubernetes. Bon, déjà, tu as tout un Redis, ne t'en doute pas, hein. Et ta configuration, pour le coup, stocker la configuration en LDAP, ça va très bien, hein. Parce que tu la stockes une fois par mois, et, enfin, à part au début où tu ajustes ton truc, à la fin, tu touches plus trop, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'en disons en template aujourd'hui, on va mettre nous on met Redis et puis une base au choix, parce qu'on sait que Redis c'est pas coûteux, puisque les gens sont dans le code et que dans le code, un Kubernetes il a un Redis. Donc on sait que ça existe. Oui, c'est ça. Ouais. Alors la session persistante, c'est surtout si tu as des seconds facteurs, c'est très important de bien sauvegarder, sinon tu perds tous tes seconds facteurs, hein, donc, à ce moment-là. Donc dans ces cas-là, on va stocker dans un cluster de données correct. Et là, le LDAP, ça devient un peu limite parce qu'effectivement, on commence à avoir un truc où il y a des écritures, et voilà, c'est pas trop fou, quoi. Ça dépend, encore une fois, si tu as 200 utilisateurs, bon, on fait tout LDAP. Mais là, quand on fait des gros clients avec beaucoup d'utilisateurs, comme comment ça s'appelle, la prime de Habitat Rénov, je sais plus quoi, ouais. Oui, ma prime Rénov, tu vois, c'est quelques millions d'utilisateurs, pas actifs, hein, mais il y a quand même quelques millions d'utilisateurs, on joue pas trop. Benoît nous dit bonjour dans le chat, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est un, ouais, bon, c'est un peu dommage, j'ai oublié le nom, ouais. Alors, déjà, quand on est passé de Apache à Nginx, en gendarmerie, on est passé de. C'est 18 coups, ouais, mais de 20 Apache à la gueule à 8 Nginx qui prend rien. Ouais, 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 enfin, ouais, enfin, ok. En fait, nous, on est agnostique, hein. Encore une fois, on vient sur un serveur web, il y a Apache, il y a Nginx, et puis il y a tous les serveurs Perl. Starman, ouais, Starman. En fait, c'est un hybride aujourd'hui. Alors, la stocker sur le client, c'est un petit problème de volume aujourd'hui, parce que les sessions Lemon, c'est quand même costaud. Mais on a surtout le cache Lemon en mémoire vive, enfin en cache disque, mais sur le flash TMP, c'est pensé sur mémoire vive. Donc en réalité, c'est pas coûteux du tout pour le serveur de consulter Ouais, allô, ces vous sessions. m'entendez? Ah, ça y est, impeccable. Ah, ah, voilà, super. Bon, donc du coup, je me présente. Bah,
Xavier, tu as déjà fait une partie de l'introduction, c'est ça? Bon, alors du coup, je me présente, enchanté, Benoît Tellier. Il faudrait me passer en tant que présentateur. Voilà, c'est super. J'ai récupéré la main sur les slides. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'intégration du SSO dans le mail. Voilà, donc j'imagine, je suis désolé pour les retards techniques. Un grand merci à Patrick et à Alexandre à la régie. Je vais essayer d'avancer rapidement pour couvrir les divers sujets euh, qu'on a aujourd'hui. Alors la première chose, c'est qu'est-ce que c'est que James? James, c'est le serveur de mail de la fondation Apache. Il implémente le protocole JMAP, dont Xavier vous a déjà parlé. Il passe à l'échelle et il est extrêmement facile à modifier. Donc voilà, donc, la fondation Apache, qui est une fondation très célèbre pour le logiciel libre, dont Apache James est un projet historique. Le protocole JMAP, qui est en fait une réimplémentation de protocole des années 80 sur des standards modernes, donc avec l'utilisation de HTTP, d'API combinées, par exemple du style GraphQL, une intégration de notifications en push. Tout ça permet de mieux répondre aux enjeux actuels, donc l'économie de la bande passante, l'économie de la batterie sur les terminaux et donc, in fine, une réduction de l'impact écologique, enfin une amélioration de l'impact écologique de vos solutions de mail. Voilà, pour pouvoir exploiter le protocole JMAP, Minagora a développé une application en Flutter qui est utilisable tant via webmail que via Android et iOS. James, James s'appuie sur des briques standards NoSQL qui permettent de passer à l'échelle. En fait, James est un serveur stateless qui utilise des bases de données standards pour stocker des données. Et ça nous permet de juste rajouter des nœuds Cassandra, OpenSearch, d'acheter un peu plus d'object storage et de pouvoir ainsi facilement passer à l'échelle. James est aussi intégré avec des technologies standards pour l'observabilité. Parlons de Kubernetes sur la partie orchestration. On fournit notamment des scripts M. PubMD pour la partie logging, des logs structurés qui sont visibles par exemple dans l'outil. Prometheus pour la partie reporting sur les métriques avec des dashboards applicatifs visibles dans Grafana. James est modulaire, c'est-à-dire que tout est fait pour que vous puissiez facilement brancher votre code à des endroits clés de l'architecture du serveur, vous permettant soit de personnaliser la brique protocolaire, soit le processing de mail, soit carrément brancher des actions sur des comportements spécifiques sur les actions utilisateurs au niveau de la mailbox, et enfin de mettre en place des routes web admin. Les exemples sont disponibles pour facilement prendre ça en main. C'est parfaitement configurable via XML. Un grand nombre de comportements relativement standards sont déjà fournis et vous pouvez facilement charger votre propre code via des jars externes. Donc vous pouvez injecter soit des composants personnalisés, soit réutiliser ceux de James dans vos extensions. C'est très flexible, vous pouvez implémenter votre logique métier au cœur de votre serveur de mail, si vous le souhaitez bien entendu. Voilà donc un petit peu ce qu'est James. Maintenant, je vous propose de regarder un peu comment on fait de l'OIDC en JMAP. La première observation, c'est que JMAP se base sur les protocoles HTTPS, WebSocket, etc., etc., ce qui nous permet de réutiliser des briques standards sur toute la couche d'authentification et d'identité. Par exemple, Lemonade. La manière dont on a mis ça en place, et c'est intéressant parce que vous pouvez le réutiliser à la maison pour brancher des applications, n'importe quelle application facilement sur un SSO comme Lemonade. On a mis en place une API Gateway qui s'appelle API6 pour faire le dialogue entre Lemonade et James. On n'a pas une seule ligne de code propre à Lemonade dans James. La manière dont ça se passe, c'est qu'on a configuré API6 pour valider l'access token qui arrive avec les clés JWKS exposées par Lemon.
et propager l'authentification via un header vers James. Voilà. Ensuite, le souci qu'on a avec cette architecture-là, c'est que ça fait le SSO, mais par contre, pour le logout, on n'est pas capable de venir invalider les access tokens. Pour ce faire, on a décidé de mettre en place... Oui, Xavier? Juste une planche en arrière, il y a une question. Ah, oui, dans l'OpenID Connect, on est censé télécharger les clés. Alors, il n'est pas en 3 en fait, en réalité, en avant. On doit télécharger les clés auprès du serveur OpenID pour vérifier les signatures. Voilà. En fait, c'est pas 3. Alors, c'est 3 dans la technologie telle que fonctionne API6. Dans la pratique, c'est garder. C'est vraiment comme ça. Au moins pour la première connexion, API6, il ne va pas les chercher un moment. Ok, mais effectivement, Alors, voilà. en pratique, ça vous l'endpoint gère aussi standard. votre rotation de clés JWKS. C'est-à-dire que vous pouvez changer vos clés sur le serveur LemonLDAP, par exemple, tous les jours. Et l'applicatif sera capable de suivre, détecter ces changements et les appliquer via des appels JWKS qui vous permettent d'accéder en fait aux clés publiques. Non, mais les tickets, c'était pour en avoir plusieurs à la fois, mais parce que par défaut, c'est toutes les semaines qui changent. Sauf qu'aujourd'hui, la modif que j'avais fait au mois d'avril, c'est d'en garder 3 à la fois. 3 valides et non pas une seule, parce qu'il y avait à cause des offline, on avait un bug. Dès qu'on passait aux sessions longues des applications mobiles. Ah bah, l'access token, il sert à être, vous pouvez le vérifier quand un relay party le vérifie tout de suite, et après, il fait ce qu'il veut. Mais quand on a un ressource serveur, on lui présente son access token. Parce que dans l'OpenID Connect, le relay party peut être le navigateur. En tout cas, c'est le navigateur qui a l'access token, et il présente aux ressources serveur, un access token, non pas le kilomètre. Enfin, ça, c'est le protocole OpenID Connect. API6, il fonctionne vraiment comme ça. Il a un access token, il le valide auprès de Lemon. Enfin, il vérifie la signature, mais il fait la chercher par le endpoint de user info pour alimenter ses infos. Donc c'est pas ce qu'on fait d'habitude côté Jean Armory, mais dans l'aspect OpenID Connect, c'est bien fait ça. Ça c'est une des possibilités d'OpenID Connect, c'est tout à fait standard. C'est tout à fait standard. Merci Benoît. D'accord. Donc ensuite, l'idée, c'est de pouvoir venir faire des logouts. Donc l'utilisateur fait un logout auprès de LemonLDAP et LemonLDAP doit être capable de partager cette information. Nous, on a choisi le back-channel logout, donc il fait un appel HTTP vers un plugin de back-channel qu'on a développé pour IP6. Enfin, du moins les opérations lors de l'authentification. Donc, avec un access token maintenant, après avoir vérifié la signature auprès de LemonLDAP, il faut que je vérifie si le session ID a été invalidé dans Redis. Et ensuite seulement, je peux propager la connaissance vers James. Donc là, vous avez un SSO, SLO, Single Sign-On, Single Logout, au Next Ultra, aux petits oignons, de manière distribuée, vous pouvez scaler la partie IP6 comme vous l'entendez, et tout ça gratuitement, une manière agnostique pour l'application, qui a juste besoin d'authentifier l'utilisateur en se basant sur le header XUser. Alors, oui, mais c'est pas comme un cookie. Il est supprimé dans les bonnes. Mais un relay party qui fait pas le job, le relay party s'il fait pas le job de le revalider, comme Matrix par exemple. Quand on s'identifie sur Matrix, lui, Matrix fait un choix, c'est de se dire moi je fais des chats, je ne m'occupe pas de la fin de session, je veux juste savoir qui c'est, mais après je suis long terme. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Eh ben, on est bon pour la démo, j'y vais?
Allez, on t'attend. Alors, on se connecte sur Tmail, donc ça vous permettra de voir notre client de messagerie. Je suis redirigé vers le SSO où je m'authentifie et ouf, ça y est, j'ai accès à mes mails, c'est parfait, c'est valide, tout va bien. Je me log out. C'est sûrement la vitesse d'affichage. Hein, dans un webmail, personne ne va aussi vite. Et ce n'est qu'un webmail, t'imagines pas son nom. Voilà. Et là, je me suis délogué et on constate que quand j'ouvre une nouvelle fenêtre pour me connecter, je suis bien délogué. Voilà. Voilà pour cette première petite démo. Alors, ce qui intéresse tout le monde ici, c'est l'IMAP. Hein. On t'attend sur l'IMAP, Ah, c'est vrai. bien Ah sûr. ben, ça tombe bien parce que j'ai intercalé un autre petit sujet rapidement avant de parler de l'IMAP. Donc, si vous ne m'en voulez pas trop, avant de parler d'IMAP, on va parler d'autres configurations pour l'application mobile. Le sujet est très simple. J'ai une application mobile sur laquelle je renseigne un serveur JMAP arbitraire. Et donc, du coup, à partir de ce serveur JMAP, je dois être capable de détecter si un SSO est en place ou pas là-dessus. Et donc, être capable de venir détecter où est ce SSO, comment il est configuré, et être capable de l'utiliser sans connaissance a priori du dit serveur. Donc, comment fait-on ça? Eh bien, c'est là que des sous-spécifications OpenID Connect viennent nous aider, notamment OpenID Connect Discovery 1.0, qui vous permet de faire un appel WebFinger, vous demandez à quelle ressource vous voulez accéder, et le serveur retourne où est son serveur OpenID Connect. Donc, en implémentant ça, je peux très facilement configurer mes applications mobiles en donnant juste le endpoint JMAP. Voilà. On peut imaginer aussi faire des trucs plus compliqués comme dire tel domaine va vers tel SSO, etc., etc. Mais c'est plus compliqué. Et, enfin voilà. Pour nous, c'est juste une configuration statique aujourd'hui, mais elle permet de supprimer de la configuration depuis les applications mobiles. Et on va partir vers la deuxième démo. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Alors, oula, elle est déjà partie. Donc, maintenant, vous allez voir le client Tmail qui est configuré sur mobile. Donc, j'ai mis une URL d'un serveur qui implémente OpenID Connect. Et sans connaître l'URL du serveur OpenID Connect correspondant, Tmail est capable de détecter qu'il faut se connecter à l'adresse et ensuite je peux m'authentifier dans le navigateur qui rendra la main à l'application mobile et me permettra d'accéder à mes mails. Voilà. Et le petit sujet intercalaire étant fini, alors, mais du coup, est-on capable de faire la même chose en IMAP? Et la réponse est oui. Donc, en fait, l'idée que IMAP définit des mécanismes modulaires pour faire de l'authentification. Il s'agit des mécanismes SASL, Simple Authentication. Le S, je ne m'en souviendrai pas, et puis le dernier, c'est Layer. Et l'idée, c'est de venir utiliser la couche OAuth2 de SASL, de l'implémenter dans James et de configurer une flotte de clients pour utiliser ça. En termes, donc on voit qu'il y a eu des petites rustines sur les diagrammes que je vous ça permet de vous montrer quand même que OpenID Connect, bah, c'est un standard. Donc, vous pouvez choisir les modes, vous pouvez utiliser d'autres briques, donc je tairai le nom ici. Ah bah non, j'ai oublié d'en masquer un. Mais l'idée, en gros, c'est de dire que l'utilisateur fait une première requête à James qui supporte uniquement le mécanisme d'authentification OAuth2. James lui répond non, lui donne l'URL
de la configuration du serveur OpenID Connect. L'utilisateur est donc capable d'afficher le serveur OpenID Connect, d'authentifier l'utilisateur et de retourner vers James avec le token, l'access token, qui pourra être validé via JWKS. On utilise des composants standards pour faire ça. Bon, voilà, c'est un petit peu de Java. C'est une extension. Et ça nous permet d'implémenter tout ça. C'est super. Donc là, vous voyez un peu ce que ça donne au niveau protocolaire. Au lieu d'envoyer un login en IMAP, on envoie une commande Authenticate. Voilà. Et la configuration de James, on a besoin juste de dire où sont les clés, où est la configuration, et on a une petite option pour valider à chaque connexion le token, les access tokens via introspection. Alors pourquoi c'est pas adopté partout? Eh bien parce que le support client laisse à désirer. Là vous avez un petit peu les opérations. Alors je vois que vous prenez des photos à chaque slide, c'est super. Je note votre intérêt pour le sujet. On sera capable de vous envoyer les slides sûrement par email. N'hésitez pas à laisser prendre contact avec les gens présents à la villa et ils vous enverront tout ça. Voilà. Mais si vous voulez prendre des photos, il n'y a pas de souci. Donc il y a une configuration quand même importante à mettre en place ici dans Thunderbird. Et le nerf de la guerre, c'est qu'il faut que ce soit quand même appliqué dans les différents Mail User Agents, ce qui est loin d'être donné. Donc si vous avez la main sur votre planque de client, par exemple, que vous êtes un ministère, c'est jouable. Si jamais vous attendez que monsieur tout le monde fasse ça dans son coin tout seul, c'est mort. Vous allez vous retrouver avec des logins de passe en prod. Et je vais vous montrer une démo. Voilà. Parce qu'il faut passer une compte dans son serveur. On ne peut pas demander aux particuliers voilà, qui utilisent un Fastmail de faire ça dans son serveur. Et quand on maîtrise sa flotte, on déploie une configuration de serveur homogène qui fait que son serveur devient client. C'est une config. Hein. Ah non, c'est le basique, c'est le compte de James. C'est normal, c'est le token pour que James accède à son serveur. Ça, c'est du standard de notre. Et du coup, il n'y a plus de login mot de passe dans son serveur. Hein. Son serveur va appeler le navigateur pour dire appelle-moi un token. Du coup, on devient vraiment accessible. Et donc, l'intérêt, c'est surtout qu'il n'y a plus de login mot de passe en ce moment et qu'on peut faire du second facteur sur le verrouille. Du coup, parce qu'aujourd'hui, un serveur ne peut pas de second facteur. Là, un mail protégé SSO sur le code file, ça ne pas. Sur la flotte de smartphone, mail, ou on peut faire du second facteur pour le. Si. Et il sait le faire. Et il sait le faire. Oui. Il faut déployer une configuration particulière, mais sans avoir, c'est le faire. En fait, c'est ça qui est intéressant. Pardon. Il faut un serveur mineur qui sache le faire, ça c'est James. Il faut un client qui sache le faire, Thunder, et il faut une configuration à déployer. Voilà. Exactement. Mais comme fait l'application mobile, on l'a mal vu là parce que c'est sur l'écran, et je peux te le montrer sur le smartphone. À cause des seconds facteurs, les applications mobiles qui font de l'OpenAPI ne doivent surtout pas prendre un lien d'authentification. Il faut appeler le navigateur. Parce que les seconds facteurs, ils sont compatibles avec le navigateur. Non, mais je ne me rends pas compte. Hein. Ah, je ne me rends pas compte. Bon, lui, il est petit, on lui montre un peu pas, c'est pied. Hein. Effectivement, techniquement, on peut pouvoir avoir on agit les seconds facteurs, sinon quand on a fait des articles, en plus tu ne pourras pas. Pardon pour cet intermède, Benoît. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est bien, ça permet d'avoir une interaction avec la salle, donc c'est très positif. Donc là, on a un Thunderbird qui est configuré pour être capable de gérer l'OIDC sur ce domaine donné. Donc là, c'est exactement le contrôle de flotte dont Xavier parlait. Quand je me connecte, le Thunderbird affiche un navigateur qui me redirige vers mon serveur OpenID Connect. Voilà, donc ensuite, moi, je m'authentifie dans le navigateur et zoup, ça y est, je suis connecté. Je suis capable de lire mes mails,
Bon, là, c'est un mail très très con, hein, mais voilà, ça marche. Je suis capable de venir m'inscrire à des dossiers, ben voilà, de faire des modifications. Voilà. Donc, une petite démo d'IMAP avec une authentification au OAuth2. Alors, voilà, c'est super. Mais maintenant, on va démontrer que les LDAP entre les mains des bonnes personnes, la bonne personne ici étant Xavier, hein, mais on l'a pas, est capable d'être extrêmement modulaire et flexible et de venir mener à bien des projets complexes en termes d'identité. Alors, Benoît ne l'a pas L'idée, montré, hein. Pardon, on fait la même chose avec SMTP, bien sûr. Oui, voilà. Donc on protège les mecs correctement. voilà. L'idée étant de dire que si on n'est pas capable de venir configurer les terminaux clients pour faire de l'OIDC, alors on va utiliser des comptes spécifiques pour faire de l'IMAP et du SMTP avec des mots de passe dédiés et être capable de faire la traduction vers un compte utilisateur. Enfin voilà. Donc, comment ça marche en termes. Oui, non, mais je disais, c'est amusant, c'est un plugin Lemon de 50 lignes. C'est Donc, quoi? je dis, ce que tu vas montrer, c'est un plugin Lemon de 50 lignes, dont 25 lignes de commande. Je précise. Ouais, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas la taille qui compte, Xavier. Alors, globalement, en termes d'UX, je reviendrai un peu après. L'idée, c'est de dire que j'ai une page qui me permet de gérer des comptes applicatifs. J'ai une liste, vous voyez que je peux supprimer les comptes applicatifs et j'ai un bouton pour en ajouter un. Quand j'en ajoute un, je décris une petite description qui me permet de m'y retrouver. Là, c'est Hello Lemon Meetup. Je valide. On me donne un login et un mot de passe pour connecter ce device. Je connecte mon device, je valide et je suis de retour sur cette page-là avec mon compte qui a été ajouté. Ouais, là, on Je a. n'aurai plus jamais accès au login et au mot de passe. Donc, du coup, j'aurais configuré qu'un seul terminal. Je retire le compte, je déconnecte le device en cliquant. Donc, ça, pour préciser, c'est fait pour un client qui n'a pas la main sur sa flotte. Quand c'est un client fédératif, c'est le cas, hein. Donc, leurs clients, bah, souvent, sont leurs propres clients messagerie, ils ne peuvent pas leur imposer. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé une autre solution pour faire du SSO, mais ils ne voulaient pas que le mot de passe, enfin, que le système qui permet de s'authentifier auprès de la plateforme avocat puisse être utilisé, stocké en mémoire dans le smartphone. Donc, on a mis un plugin de 50 lignes. Voilà. C'est un petit peu de HTML, et voilà, ils, ont donc, ils peuvent avoir un login mot de passe pour l'humain, mais qui n'est valable que pour l'humain. Enfin, ils ne peuvent rien faire d'autre. Et puis synchroniser les comptes. Donc voilà, c'est d'autres illustrations, mais cette fois-ci sur des gens qui n'avaient pas la main sur la tête. Quand on a la main sur la tête, on peut faire. Voilà. Et la manière dont c'est implémenté, là, on a une fiche utilisateur où l'utilisateur principal, j'ai fait une boulette, il n'est pas censé avoir de mot de passe. Donc, vous pouvez supprimer la deuxième ligne qui est affichée. Et ensuite, on a des comptes applicatifs qui, eux, ont des mots de passe et que l'utilisateur peut utiliser. Ces comptes applicatifs sont peuplés par l'interface utilisateur montrée avant. Et en fait, il y Voilà. a un second facteur sur le compte de compte. Voilà. Et puis, euh, je peux vous ai enregistré une démo là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Sinon, Benoît, on va passer à la télébière. Hein. Ah, moi je vais passer au télérepas. En tout cas, merci beaucoup. Bon, Merci beaucoup. est-ce que vous avez des questions avant de passer à la télébière? Pas bien compris en fait l'intérêt du truc. Ah, bah, Xavier en parlera avec vous pendant la bière in real life, si ça vous va. Non, c'est, en fait, le client, il fait d'OpenID, il a du token, il a du facteur, tout ça, mais il n'a pas la main sur le smartphone, donc il a un système sécurisé avec plein d'applications, mais pour le mail, il fallait donner des mots de passe, mais il ne voulait pas que ce soit un login mot de passe qui puisse accéder à la vraie plateforme. Donc il nous a demandé de faire un petit plugin qui permet de distribuer un compte IMAP et que il crée une entrée LDAP dans une branche LDAP et on a notre serveur James qui est tout à fait capable
d'authentifier les gens en Open ID Connect sur une branche et d'authentifier les gens sur une autre branche en IMAP. C'est la souplesse du James. Voilà, le même serveur de messagerie est capable à la fois d'utiliser l'OpenID Connect, enfin OpenID Connect plus SAML parce que sont plutôt des traducteurs, et puis pour l'IMAP, de s'adresser aux c'est en fait, on va retrouver dans le design de James, ce dont je parlais tout à l'heure dans le design de Lemon, on retrouve la même chose dans James, un système modulaire avec des hooks, exactement la même philosophie de développement. Et donc qui permettent de faire des choses un petit peu magiques, quoi. Qui ont beaucoup d'intégration, pas tant que ça de code. Et tout ce que Benoît parlait sur P6, on n'a pas modifié à P6, on a modifié à P6 pour un autre produit d'application. C'est un produit inédit d'Apache, c'est une API Gateway qui s'est authentifié et qui fait ce que font les handlers. Hein. Derrière, ils envoient des infos. C'est exactement les handlers. D'ailleurs, dialogue en open connect, ouais, enfin, ça fait plus que Molotov. La P6, ça fait plus que Molotov. Non, la P6, il est capable aussi de distribuer les API. Quoi. Enfin, oui, il faut plein de choses. Non, c'est un serveur web. C'est un serveur web spécialisé. Oui, c'est une API Gateway. Puis il est capable aussi d'authentifier là. Non, c'est une boîte à outils. Parce qu'en fait, dans les entreprises qui ont beaucoup d'API, ils aiment bien avoir un endroit, une API Gateway pour contrôler qui fonctionne quoi. Même les applications c'est la même idée que les reverse proxy. Hein. C'est exactement la même idée. Mais spécialité. Et on a choisi, en fait, plutôt que de s'emmerder à implémenter une couche de sécurité sur un serveur pur API, James, c'est un serveur pur API. Alors, ça ne fait pas. On a mis, c'est la même opération, mais c'est Apache. Puis on a fait web, on faisait plusieurs positions. Ça, chacun, c'est très particulier. Chacun son code, un outil par proxy. Et là, ce qui est rigolo, là, c'est qu'on est quand même capable, pendant la démonstration, de faire bénéficier du second facteur mail. Du coup, on peut authentifier par 4 touches, c'est bon, avec un timeout. Donc, on peut faire, après, on peut aller plus loin avec les tokens. On peut pas essayer. Imaginez que c'est sur cette adresse tout le monde. On peut aussi simplement dans l'Open ID Connect faire en sorte que l'access token de cette adresse soit non. Voilà, donc à votre disposition pour les questions. Voilà, la partie publique elle est coupée. On coupe la vidéo, la retransmission. Non, bon, là, je pense qu'on peut couper maintenant la retransmission. Mais je vous souhaite une bonne bière. Si, Benoît. Au revoir. Bonne bière à toi aussi.